Sauf que du coup, notre petit MS-65 n'est pas adapté. Parce que pour le courant alternatif, il faut un gros transformateur, et comme vous pouvez voir dans ce train, il n'y a pas de place pour mettre un gros transformateur, vu que dans ce train, plutôt que de mettre des gros transformateurs, on a préféré mettre des voyageurs. Effectivement, je crois que c'est pour ça qu'on paye quand on prend le RER, je crois que c'est pour être transporté ou un truc comme ça, point A, point B, des choses de ce style. Et entre autres, transporter des voyageurs, il faut du confort. Et le confort en question, à l'époque, on l'avait d'une façon qui était très intéressante. C'est que on avait installé des sièges en sky. En gros, c'est en faux cuir en fait. À l'intérieur, les sièges étaient embourrés et munis de ressorts et étaient très confortables. Vous dites effectivement, niveau vue, c'est plus sympathique qu'un transformateur, hein, aussi, ça marche aussi pas mal. Donc on avait des sièges rouges pour la seconde classe. On avait quelque chose qui était extrêmement bien éclairé, ce qui contrastait énormément avec les autres trains de l'époque, parce qu'on était vers le moment où on commençait à avoir des tubes néons qui étaient enfin utilisables et un peu puissants. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, quand on prenait le métro, à la place, on avait des petites ampoules à incandescence qui éclairaient un peu fatement et un peu chichement. Là, d'un seul coup, on arrivait dans une espèce de truc comme une cathédrale avec des grandes fenêtres en plus. Et donc, en première classe, on avait cette fois-ci des sièges verts. Vous dites, c'est vraiment la seule différence? Oui, mesdames, messieurs. Sauf que vous vous rendez compte que je suis en train de parler de la partie qui vous intéresse le moins, la couleur des sièges de première classe. Alors qu'en réalité, ce qui vous intéresse le plus, c'est qu'est-ce que ça fait une première classe dans un RER? Parce qu'il y en avait une dans le métro, alors vous comprenez, c'est un gros métro, alors on remet des 1 sur le côté et on met des trucs de première classe parce que tout le monde aime ça. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, certes, c'était traditionnel, mais la RATP savait aussi que c'était vous à disparaître. Parce que, rappelez-vous, cette chose est le métro du 21e siècle. Et on savait qu'au 21e siècle, on transporterait beaucoup de gens et qu'avoir une première classe, ça serait complètement inutile. Au point que la seule différence n'est donc que la couleur des sièges. Et d'ailleurs, à votre avis, vu que c'est devenu inutile, la preuve, on n'en a plus, quand est-ce que la première classe a bien pu disparaître? Ça nous permettra pour sélectionner notre prochain conducteur, d'ailleurs. Effectivement. Alors, des idées, une proposition peut-être? 82, 82. Alors, des 90, 95, Non, 82. on est dans la bonne vibe. Je vous laisse lever la main et proposer quelque chose. Le conducteur est attendu. Alors, est-ce qu'on a des propositions? C'était 82 peut-être. 82 par ici, 95 ici, 93. 93 là-bas, 91 ici, 86 par là-bas. 86. Vous êtes tous autour, mais vous n'avez pas trouvé. Eh bien, pourtant si. Bien une bonne réponse, effectivement. Ah, Je crois que j'ai entendu la bonne. 84, 84. 81, On a des gens qui sont, ma foi, très 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 optimistes. c'est ça. 2000. Ah, 2000, alors là. J'avoue qu'il y a bien des choses qui ont disparu effectivement en 2000 autour du RER, mais c'était pas la première classe. Mais effectivement, la bonne réponse a été donnée dans la salle. Ah. Et qui va prendre la prise en service? Effectivement, qui va donc aller s'asseoir à côté du capteur qui allume et qui éteint automatiquement la lumière des voyageurs? C'est une autre façon de voir les choses. Si vous vous demandez, hein, c'est l'espèce de petit truc gris là qui est à droite. Qui est entouré avec la souris. Juste à l'avant là, c'est la petite loupe blanche. Donc, la bonne réponse sur la disparition de la première classe était donc 1991. Donc je pense que nous tenons un conducteur. Oui. Alors, Venez. soit vous pouvez venir conduire, soit vous pouvez donner votre place. Comme vous voulez. Allez, venez conduire. Je sens qu'il est motivé là pour sa prise en service. La prise de service. Avec le sac et tout. Évidemment, si vous aussi vous voulez conduire dès à présent, il y a des postes en libre service juste à gauche, à la sortie de l'amphithéâtre. Donc le but de cette partie-là est aussi de vous montrer que ce train, malgré sa complexité apparente, est en fait extrêmement simple à conduire. Et cette simplicité est à votre service. Chaque instant où le conducteur réfléchit à votre sécurité est un moment où le conducteur, en fait, perd moins votre argent que vous avez investi par votre billet. Donc effectivement, hein, comme dans la voiture, il faut faire la même chose, on met les clés, ensuite on dit qu'on veut aller vers l'avant, ensuite on commence à mettre les gaz. Bon, en réalité pour le train c'est toujours un peu plus long parce que
une fois qu'on aura fini par mettre la clé ici, en fait, dans un train, comment dire, on ne fait pas que conduire pour aller d'un point A à un point B à l'intérieur. On peut conduire pour d'autres raisons. Par exemple, cette clé permet de dire au train qu'on peut aussi être en conduite d'étellement. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot barbare et qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, c'est parce que figurez-vous que, de base, le MS61 circule en éléments qu'on dit qu'on ne peut pas déformer ou retirer des voitures de 3 voitures. Sauf que pourtant, vous voyez, c'est un peu petit. Moi, je suis sûr que les erreurs, ils ont l'air vachement plus longs. Et vous avez raison. Parce qu'on fait des éléments de 3 voitures, on fait en coller 3 ensemble pour faire un erreur de 225 mètres. Sauf qu'il y a bien un moment où il faut les coller et d'autres moments où il faut les décoller en heure creuse pour juste consommer moins d'énergie tout en laissant beaucoup de trains tourner. Et à ce moment-là, on a besoin de la conduite d'étellement, qui est en fait un mode qui permet au conducteur de se séparer du train de devant. Mais surtout, on a un mode beaucoup plus intéressant, le pilotage automatique. Quoi? Pilotage automatique? En 67? T'es en train d'essayer en 61? Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il me semblait que c'était maintenant qu'on était en train d'automatiser la ligne 4 du métro. Que la ligne 14 n'était que de 98. Eh ben, en réalité, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. C'est que le pilotage automatique, la RATP l'a inventé en 1951. Vite, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on se moque de nous, là, quand on est en train d'automatiser les choses comme maintenant. Non, mesdames, messieurs. Parce qu'en réalité, le but de l'automatisation du pilotage automatique était bien différent à l'époque. Le but du pilotage automatique tel qu'inventé par la RATP était de s'assurer que tous les conducteurs et tous les trains conduisent pareil, qu'ils accélèrent au même endroit, qu'ils freinent au même endroit, qu'ils s'arrêtent tous de façon identique. Et ce, afin de rendre la ligne plus performante. Parce qu'en effet, si on est capable de prédire comment les trains vont s'arrêter et accélérer exactement, on est mieux capable de prédire combien de temps ils prennent entre chaque station. Et on peut commencer à compter sur ce nombre-là et l'offrir aux voyageurs. Donc c'était le but premier. Pourtant, de façon très amusante, malgré que ce train puisse être équipé de pilotage automatique, il n'a jamais été. Parce qu'effectivement, le pilotage automatique est arrivé sur l'erreur A en 2018. Oui, plus de 50 ans après qu'on l'a envisagé. Et vous dites comment ça, il est automatique, quand je prends le RER, il y a toujours un conducteur. Et oui, parce que c'est le même genre de pilotage automatique que dans les années 50, un qui est fait pour que tous les conducteurs conduisent pareil. Celui de la ligne 14, de la ligne 4 et de la ligne 1 du métro, c'est ce qu'on appelle un pilotage automatique intégral, qui est fait pour que les trains soient autonomes, un petit peu comme un ascenseur. Et c'est pas une analogie qui est faite de façon complètement hasardeuse, c'est parce qu'avant aussi les ascenseurs avaient des conducteurs. Effectivement, il n'y avait pas de système automatique au tout début pour se dire à la cabine où est-ce qu'elle peut s'arrêter. Donc ce mouvement vers l'automatisation, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 50 et qui se poursuit même encore maintenant. Ensuite, parmi les autres choses pratiques dans ce train-là, vous voyez que le gros champignon qui est ici, il arrête pas de bouger. Donc vous devez commencer à vous dire qu'effectivement, ça sert à accélérer et à freiner. L'innovation de l'époque, c'est que c'était le premier train dans lequel on avait réussi à combiner l'accélération et le freinage. Bah oui, remarquez, même dans une voiture, il y a une pédale pour accélérer et une pédale pour freiner. Parce qu'effectivement, d'habitude, les gens qui fabriquent les moteurs ne sont pas ceux qui fabriquent les freins et inversement. C'est pour ça que mettre les deux ensemble était un défi technique et technologique, mais qui permettait de rendre la conduite du train beaucoup plus simple. Et comme vous voyez, même le freinage d'urgence, il est juste tout au bout du freinage, il suffit juste de tirer le champignon plus loin. Simple, rapide, pratique, efficace. Et tout comme ça, il fait dans la grande simplicité. Là, on a un truc à tourner qui permet de dire de quel côté on ouvre les portes. Là-bas, on a un bouton jaune qui permet de remplacer un chef de train pour vous fermer les portes. Par ici, on a de quoi monter et descendre le pantographe dont je parlais tout à l'heure, qui permet d'avoir du courant électrique. Et évidemment, on a un gros bloc gris sur lequel j'aime bien poser des questions ce matin. Évidemment, ce gros bloc gris, là, comme ça, à votre avis, ça servira à quoi? On a une proposition par là-bas. Évidemment, je sais qu'il y a des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui savent déjà à quoi sert ce bloc gris. Mais voyons voir si certains arrivent à deviner. Un micro. Évidemment. Et ceux qui devinent le mieux, c'est ceux qui ont déjà écouté. Et effectivement, pour les nouveaux venus, effectivement, c'est un micro. Un micro d'hélicoptère. La RATP a choisi de mettre un micro d'hélicoptère dans un train parce que c'était fiable. Et parce qu'ils étaient du coup extrêmement robustes. Ce micro servait
au conducteur à faire ses annonces aux voyageurs. Les traditionnels, ce train a pour terminus Boissy-Saint-Léger et desservira toutes les gares. Et bien ça, c'était fait au micro d'hélicoptère pendant 50 ans. Pour vous dire, on ne vivrait pas n'importe comment. Ensuite, quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous entendez là ce tac-tac. Ce tac-tac, en fait, c'est pas du tout le son des roues sur les rails, c'est le son d'un organe extrêmement important dans le train, parce que je vous rappelle, hein, c'est toujours sécurité number one. C'est le son que fait cette grosse boîte. Cette grosse boîte, comme vous voyez, certes, elle indique la vitesse en haut, mais il y a l'air d'avoir beaucoup plus de choses qui bougent un peu partout. C'est ce qu'on appelle, en fait, un enregistreur, tout simplement. Parfois, on le nomme aussi par la marque du truc, donc un tacro. Et en fait, c'est la boîte noire du train. Cette boîte noire, elle enregistre la vitesse du train et toutes les actions du conducteur. Elle enregistre s'il a bien vu les signaux et qu'il a appuyé sur le bouton pour dire qu'il les a vus. Elle enregistre quand est-ce qu'il s'est arrêté, quand est-ce qu'il a démarré, à quelle vitesse il va. Et le tac-tac, c'est parce qu'en fait, cet enregistreur est mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, pour fonctionner, il ne nécessite aucune électricité. Ah oui, effectivement, imaginez, défaillance grave du train. Le pantographe ne fonctionne plus d'électricité rentre. Pourtant, il faut savoir ce qui s'est passé après, non? Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un mécanisme d'horlogerie. Sur le côté droit de cette boîte, il y a une clé que le conducteur utilise pour remonter le mécanisme, comme un jouet qu'on a encore maintenant, ou comme avant les vieilles montres et les vieilles horloges. Et quand le train avance, en fait, ce boîtier est connecté aux roues, et en fait, les roues en tournant, elles entraînent le mécanisme qui va détecter que les roues tournent, il va commencer à faire tac-tac. Et en fait, ce tac-tac, c'est finalement juste la boîte noire qui compte le temps qui s'écoule, pour écrire correctement au bon endroit la vitesse, pour qu'en cas de problème, on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tout est toujours axé sécurité. Donc évidemment, dans ces trains-là, on a beaucoup de sécurité, beaucoup d'automatisme. Ils ont commencé à rouler, ils ont été d'abord conçus pour le RER, mais évidemment, ils sont arrivés plus vite que le RER. Donc ils ont commencé à rouler sur la ligne de saut, en premier. Et ensuite, d'ailleurs, ils ont fini par rouler sur le RER A quand il a ouvert, et sur le RER B quand il a ouvert aussi, avant qu'ils finissent par traverser la gare du Nord, avec le concept d'interconnexion qui a donné les RER tels qu'on les connaît maintenant, c'est-à-dire avec une partie SNCF et une partie RATP. Mais ça n'avait pas été pensé comme ça au début. Et c'est pour ça que ces trains-là n'ont pas pu rester sur le B, parce que c'était effectivement incapable d'aller dans la partie SNCF. Sur le A, en revanche, ils avaient de quoi faire, vu que du côté Saint-Germain et du côté Boissy, on pouvait effectivement faire des navettes entre les deux, et ils ont eu une belle vie. Pour dire, ils sont restés 49 ans à faire cette belle vie-là en question. D'ailleurs, ils auraient pu durer encore plus longtemps. Parce que certains d'entre vous doivent le savoir, ces trains ont disparu en 2016. Et c'est là où vous vous dites, mais si ces trains ont disparu en 2016, et que je vous ai dit qu'ils ont été mis en service en 67, qu'est-ce qui leur a donné une aussi longue longévité? Qu'est-ce qui leur donne une aussi bonne longévité? Leur design, leur technologie, l'innovation. Et le fait qu'on ait conçu ces trains pour le XXIe siècle. Et ce qui les a fait terminer en 2016 et pas en 2024 ou en 2027, c'est qu'au final, le politique a enfin réussi à débloquer de l'argent pour acheter de nouveaux trains. Nouveaux trains que vous avez peut-être même déjà pris, si vous êtes arrivé ici par le RER A, mais ce sont les trains qui roulent actuellement, les trains à deux niveaux, les MI 09. Ces trains-là ont gardé des parties d'héritage d'ailleurs du MS61 et de certaines de ses techniques. Il n'y a plus de gros champignons noirs dans ces trains-là, à la place il y a un joystick qui fait exactement la même chose. Il combine l'accélération et le freinage, et quand on sous à fond, c'est pareil. Maintenant il y a plein d'écrans là-dedans et plein d'informatique, alors qu'à cette époque-là il n'y en avait absolument aucune. Et c'est aussi ça qui donne la longévité de ce train. Des choses plutôt faciles à entretenir. Ensuite, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que ça paraît peut-être pas comme ça, mais quand je vous ai dit que le RER en fait c'était le fait d'absorber les anciennes lignes et de les connecter ensemble, ça voulait dire que sur ces anciennes lignes il y avait quelque chose et qu'il n'y a pas eu effectivement de trou de service entre. Mais avant de poursuivre sur les choses que ces trains ont vues, je vous propose d'applaudir notre conducteur qui vient d'arriver du coup au bout de sa petite session de conduite. Et qui finalement s'est plutôt bien débrouillé. Donc plutôt pas mal. Hein. Donc ça va aussi être l'occasion de vous présenter sur le train aussi d'autres petits éléments.